La librairie Ombre Blanche accueillait la romancière américaine Megan Whalen Turner, autrice de Le Voleur, son premier livre suivi de La Reine d'Atoli et de Le Roi d'Atoli. C'est à l'occasion de la réédition aux éditions Monsieur Toussaint Louverture de ce troisième volet de la saga Le Voleur de la Reine que Megan Whalen Turner était mardi 26 mai 2026 à la librairie toulousaine. Bonne écoute. Bienvenue à tout le monde, merci d'être venus, nombreuses, majoritairement. Donc, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Megan Whalen Turner avec nous pour nous parler du coup de sa saga Le Voleur de la Reine. On fera un truc relativement général, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de lire les 3 tomes, donc pas de spoil, on fera un truc très large. Cette saga qui est publiée chez Monsieur Toussaint Louverture est publiée, c'est important de le préciser, dans une collection Monsieur Toussaint L'Aventure qui est accessible ados, adultes. Et donc du coup, on va parler plus précisément du Voleur. Donc le tout premier tome, Le Voleur, dont certaines ont dans les mains, paraît en 1996 aux États-Unis. Et il reçoit déjà à ce moment-là un prix littéraire. Donc la médaille Newbery pour la littérature jeunesse, et Megan rejoint entre autres Loïs Laurie avec Le Passeur, si certaines connaissent. 4 ans après, vous revenez avec la suite du Voleur, donc La Reine d'Atoli. Depuis, 4 autres tomes sont sortis en VO et un dernier en français. La suite arrive. Et on l'attend avec grande impatience. Et donc, le tout premier est sorti en octobre 2025. Et le tout dernier est sorti très récemment. Vous avez eu aussi d'autres distinctions aux États-Unis, donc le LA Times Book Award for Young Adult Literature, Boston Globe on Book Honor, Newbery comme on l'a dit, et aussi le Mythopoeic Award. Yeah. Mythopoeic. I'll try my best. And before we start, pour celles qui n'auraient pas encore lu, ou pour rafraîchir la mémoire concernant le tome 1, voici un condensé du long résumé. Donc, imaginez une contrée aux accents méditerranéens, donc des champs d'oliviers, montagnes rocailleuses, soleil sec sur les murs épais de cités antiques. Au nord, de puissants pays continentaux. Au sud, l'immense empire Mède. Entre les deux, une péninsule habitée de peuples, au nom grec, qui partagent une langue, quelques dieux, mais sont divisés en 3 royaumes. Édis, Sounis et l'Atolie. C'est dans ce décor byzantin, fait de tractations, d'espionnage et de conflits ouverts ou feutrés, qu'intervient Gênes, jeune voleur sounisien convaincu de pouvoir tout dérober, comme le soir royal qu'il a volé dans les appartements du roi. Jeté en prison, il croupit jusqu'à ce que le plus puissant conseiller de Sounis, le mage, lui propose un marché, voler une antique relique en échange d'une possible liberté. Donc, notre récit commence, Gênes est en prison. Avant de rentrer dans les questions plus précises autour de la saga, qu'est-ce que ça fait de faire la promotion d'un livre que vous avez publié il y a 30 ans aux États-Unis? Well, I'll say that one of the things I've really enjoyed with this trip so far is seeing a whole bunch of people come to my books fresh. So in the United States, the books have been published for so long that the knowledge about the books kind of seeps out to people whether they have read them or not. Whereas I was just in the Comédie du Livre in Montpellier, and there were so many people coming to them, and they had no idea what was going to happen in those books, and
that felt really great. It is true that it's also pretty wonderful that I can expect my readers to read all the books if they want to. Whereas I have received a great deal of mail over the years saying, when is the next book coming? When is the next book coming? And you know, when is the next book coming? And so the French readers, the Italian readers, and the UK readers will have a very different experience where they do not have to wait 7 years for the next book. Alors, une des choses que j'apprécie énormément depuis que je fais ce voyage en France, c'est de voir tous ces gens qui arrivent complètement neufs et frais face à mes livres. La seule question pour l'instant, c'est plutôt d'essayer de savoir qui a lu les livres ou pas. J'ai été impressionnée, là je reviens de la Comédie du Livre à Montpellier, et il y a tellement de gens qui n'ont absolument encore aucune idée de ce qui se passe dans cette saga, et je trouve que ça c'est vraiment génial. C'est vrai que c'est chouette aussi maintenant de pouvoir attendre de son lectorat qu'il lise l'intégralité de la saga, parce que moi pendant des années je recevais des mails et mes lecteurs me demandaient mais quand est-ce qu'arrive le prochain volume, alors c'est quand, c'est pour quand? Et au moins on dira que le lectorat français comme le lectorat italien ou britannique n'aura pas cette chance en quelque sorte. En tout cas ils n'auront pas à attendre 7 ans pour pouvoir lire le prochain volume. Et globalement, comment est né le projet de ces 3 royaumes? Donc Sounis, Édice et Atoli, que nous suivons dans cette saga. Et combien de temps lui a-t-il fallu pour naître? So, The Thief was my first novel. I had written a collection of short stories, and my publisher expected a novel. And I chose this story because I had had the idea in my head of a group of people who were traveling together, one of whom had been seriously underestimated by his companions, and my idea was that perhaps by the reader as well. And when I was growing up, I read a great deal of Tolkien. You know, so everybody in my generation, we all read The Hobbit, we all read The Lord of the Rings. And the places that I lived in the United States, it was very easy when I was a child to pretend that I was living in Middle-earth. You know, trees, mountains, forests, very much like Middle-earth. And then when I went to write my first book, I realized that the very last thing I wanted to do was create a world that looked like Middle-earth. And that was difficult because that was all of my experience, was living in places that looked like Middle-earth. And then in 1992, I traveled to Greece for the first time. And I realized that A, it's beautiful, and B, no one will confuse it with Middle-earth. I think they mostly understand, but I'll let you say that. Alors, Le Voleur, c'est le tout premier roman de la saga. Avant ça, je travaillais surtout sur des nouvelles. J'avais publié un recueil de nouvelles, et mon éditeur voulait que j'écrive un roman. Donc j'ai choisi cette histoire parce que j'avais dans cette idée en tête d'avoir un groupe de gens qui voyagent ensemble, et l'un d'entre eux aurait été largement sous-estimé par ses autres comparses, et peut-être aussi par le lecteur d'ailleurs. Et il faut savoir qu'en grandissant, je lisais Tolkien à fond, mais tout comme tous les gens de ma génération, en fait, on a tous lu le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Et pour moi, c'était très facile de m'imaginer vivre dans la Terre du Milieu, de pouvoir imaginer les paysages, la faune, la flore. Mais cependant, quand je me suis mise à écrire moi-même, la dernière chose que je voulais faire vraiment, c'était de créer un univers qui ait quoi que ce soit à voir avec la Terre du Milieu.
Et c'était relativement difficile parce qu'en fait, c'était la seule expérience que j'avais dans le domaine. Et puis en 1992, je suis allée en Grèce pour la première fois. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que de une, c'était absolument magnifique, mais de deux, il n'y avait aucune chance qu'on puisse confondre la Grèce et la terre du milieu. Donc voilà. Et j'ai l'impression que tout le monde comprend plutôt bien l'anglais, mais je te laisse traduire du coup. Donc si c'était en 92, ça veut dire qu'il a fallu 4 ans à peu près de création du Voleur. No, I went in 1992, but then I wrote a collection of short stories. And it was only when I sat down to write the novel that I went back to all of my notebooks that had all of the things that I had written down about Greece while I was there. And I wrote The Thief starting in probably 1994 in the summer. I started it, and then it was published in 96. And when it was published, much to everyone's surprise, especially mine, it received the Newbery Honor Prize. There was another book that everybody thought was a shoo-in for the prize. And then I didn't get the Newbery Medal, but the Newbery Honor. So there is one medal, and then there is sometimes honor books. And The Thief was one of those honor books, and it was a very big surprise. And my editor called me to congratulate me and handed the phone to a librarian who was with her, who said, "Where's the sequel?" And so, shall I wait? Oui, donc 92 quand je suis allée en Grèce pour la première fois, mais après je me suis concentrée sur mon recueil de nouvelles, et c'est seulement au moment où j'ai décidé d'écrire le roman que là j'ai repris tous mes carnets de notes que j'avais écrits pendant que j'étais là-bas, et donc j'ai commencé à écrire le Voleur en 94 pendant l'été. Il a été publié en 1996. Et une fois qu'il est sorti, à la surprise générale et à ma grande surprise à moi, j'ai effectivement été récompensée d'un prix Newbery. Alors, j'ai pas eu la médaille, mais j'ai été, comment dire, j'ai eu le prix d'honneur. Il n'y a qu'une seule médaille décernée par le prix, mais parfois, ils donnent des prix d'honneur à certains livres, dont le mien a eu la chance de faire partie, à ma grande surprise, une fois encore. Et puis mon éditeur m'a appelé d'abord pour me féliciter, mais très vite la question s'est posée de alors à quand la suite. And so I had a great deal of information about that world that I had not put into the first book because it didn't serve the story. And so I had trimmed out things that didn't actually serve the narrative of the story. And it was very easy for me to think about what the sequels then would be. And the other 5 books, well, the whole story took about 25 minutes to think up, and then another 25 years to write. Et donc j'avais déjà énormément d'infos en tête sur ce monde que j'avais créé dans le premier volume, mais des détails qui n'y apparaissaient pas parce que pour moi ça ne rendait pas du tout service à l'histoire. Donc j'ai élagué énormément de choses, tout ce qui ne faisait pas avancer la narration. Mais à la suite de quoi ça a été très très rapide pour moi en fait d'envisager les suites. Il y a certes 5 autres volumes, mais ça m'a pris à peu près 25 minutes pour imaginer l'intrigue, mais ça m'a pris 25 ans pour les écrire. Vous en avez parlé du coup de la Grèce. Est-ce que toute l'invention des mythologies et des légendes qui sont présentes dans le Voleur et notamment dans les autres tomes, dont je ne parlerai pas en détail, ont-elles toutes été inspirées de la mythologie grecque, ou est-ce que vous avez voulu injecter autre chose dans ces légendes et cette mythologie? So when I was writing the book, and I knew that I wanted to set it in a world that looked like
ancient Greece, but with more modern technology. I could have used Greek gods, but we have a very fixed idea of what the Greek gods are, you know, and you can put it into one sentence. Hera is a jealous wife. Zeus is her philandering husband. And so if I made those gods into three-dimensional characters, I would have to break the very rigid characterization of them that everybody has in mind. And I didn't want to do that. So I did invent a whole pantheon of gods that are not the Greek gods, but I wanted them to have the same sort of flavor that the Greek gods did. I wanted the people in my story to feel about their gods maybe the way the Greeks would have felt about their gods. Alors, c'est vrai, en écrivant ces romans, je les ai situés dans un monde qui ressemble énormément à la grecque antique, mais dans laquelle j'ai aussi injecté des technologies plus modernes. Et c'est vrai que j'aurais pu utiliser la mythologie grecque au sens strict du terme, mais on a tous une idée quand même très rigide et très ancrée de ce qu'ils sont, ces dieux grecs. C'est Héra, c'est la femme jalouse, Zeus, le mari libidineux qui transforme tout le monde. Et si je voulais transformer ces dieux-là en personnages en 3 dimensions, j'aurais dû faire voler en éclats cette représentation assez rigide qu'on a de ces personnages et la manière dont ils sont mis en forme aussi dans la mythologie. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai inventé un panthéon qui n'est pas la Grèce, c'est vrai, mais qui en a quand même la saveur. Et je voulais vraiment que mes personnages ressentent les mêmes choses que les Grecs à propos de leurs dieux. So, when I was writing, I wanted that religion to feel real, and I had a very specific inspiration in mind. And I think maybe you said Diana Wynne Jones to me earlier. You mentioned that she's over there on the shelf. So she wrote a series of books, 4 books, The Crown of Dalemark. And when I read those books, I was sure that the religion she was referencing must be a real religion. And she had just, you know, made some changes in it for the purpose of her story. And I was wrong. She made up her religion out of whole cloth. But it felt organic. It felt real. And I wanted to do that. I wanted to do that a lot. And so I worked very hard on the mythology and on the stories that they tell while they're traveling to make them feel as if maybe they could be real. And I think that I'm successful for a very specific reason. And that is the number of reviews by professional grown-up people who think that they're the Greek gods. I thought sometime when I would be, you know, going to speak to students at school, I might speak to my younger readers about the Greek gods, and they might think that they were the Greek gods, and I could see myself explaining that they were not. I didn't think I would have to do that with grown-ups. Quand j'ai commencé à écrire, je voulais que cette religion ait l'air réelle. J'avais une inspiration bien spécifique en tête tout à l'heure en déambulant dans la librairie. On a parlé de Diana Wynne Jones qui figurait sur vos étagères. Elle a cette série de livres de Voleur. Quand j'ai lu cette saga, je me suis dit mais la religion qui est dans cette saga doit être vraie, réelle, doit exister. Elle a sûrement dû faire quelques petits changements pour l'adapter à son histoire.
Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement tort. C'est un culte qu'elle a complètement inventé, et pourtant, il avait l'air en chair et en os. Enfin, il avait l'air tellement organique et réel. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, j'ai travaillé très dur à ce que la mythologie et les histoires que mes personnages se racontent en voyageant aient l'air aussi vraies que nature. Et en ça, on peut dire que j'ai réussi mon coup pour une raison bien particulière. C'est le nombre de critiques qui ont été écrites au sujet de mon livre, et où des adultes pensaient que je parlais effectivement des dieux grecs. Alors j'ai l'habitude de me rendre dans des lycées, ou en tout cas de rencontrer mes plus jeunes lecteurs, et de leur expliquer, parce qu'ils ont tendance à penser d'emblée qu'il s'agit effectivement de la mythologie grecque, qu'en fait c'est pas le cas, mais alors je me serais jamais imaginé devoir le faire pour des adultes, donc je pense que j'ai réussi mon coup. Et en lien avec tout ça, encore une fois pour celles qui n'ont pas eu le temps de tout lire, on raconte cette histoire à chaque fois du point de vue d'un narrateur différent. Donc le premier c'est Gênes, les autres je vous dis pas. Et pourquoi avoir choisi cette forme-là? Each time I write a book, I have a great deal more in my head than is going to make it onto the page. And I think of it almost as if there is everything in my head, and it must go through a very narrow passage to come out onto the page. And that lens through which the information passes, I have to pick exactly the right one to get as much information onto the page as I want. And so the first book is in first person, again, for a particular reason. And then the second book is in third, because it would be very difficult to, I think, enjoy the book if it had been in first person. So instead of seeing the emotional events from the inside of a viewpoint character, the reader can see those and deduce those from the outside. And that allows them to create the story as they see fit. It gives them a little bit more room for interpreting the events and the emotional state of the characters. So, very clear reason. But then the third book, you have a new viewpoint character, and he is looking at the main character of the series, and he is essentially saying, I have no idea what's going on. None. And there's a book by, and I hope I get this right, C.S. Forester, a series of books about Horatio Hornblower, who was a fictional story about a sailor in the British Navy during the Napoleonic Wars. And after you've been introduced to this character, and you know that he is a hot mess in the first book, in the second book, you get the viewpoint of somebody else who just thinks he's amazing. He never makes a mistake. He's brilliant. And the whole time you're reading this person's viewpoint, you're like, no, he's a hot mess. I know he is from the first book. And so when it came time for me to write The King of Ætolia, I wanted to do something like that, where the reader knows what's going on, the main character or the viewpoint character does not. Sorry, that was a lot. It's not my fault she asks really big questions. Chaque fois que j'écris un roman, j'en ai bien plus en tête que ce qui se retrouve au final sur la page. Et c'est comme si, en fait, j'avais tout
tout en tête, et il fallait faire passer tout ça par un espèce de passage très 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 étroit pour que ça atterrisse sur la page, et donc ça fait un espèce de mélange et une sélection. Il faut réussir à attraper la meilleure information, celle en tout cas que j'estime être la plus juste et qui doit finir sur la page. Donc c'est vrai que le premier volume de la saga est raconté à la première personne, le second à la troisième, et effectivement je pense que ça aurait été très difficile de le lire si je l'avais écrit à la première personne, parce que du coup, au lieu là d'avoir les émotions vécues depuis l'intérieur d'un personnage, les lecteurs et lectrices peuvent avoir l'opportunité de voir ces événements de l'extérieur et d'en faire leur propre déduction. Donc ça permet aussi qu'ils créent l'histoire qui leur convienne à eux et à elle, et ça laisse beaucoup plus de place à l'interprétation. Donc ça, c'est une raison assez claire et nette. Mais le troisième volume, dans le troisième volume, il y a un nouveau personnage qui va venir aussi apporter un autre point de vue. Il regarde le protagoniste, mais en se posant sans arrêt cette question, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. J'ai ce livre, un livre de C.S. Foster en tête, où il est question d'un personnage qui est dans la marine britannique pendant les guerres napoléoniques. Et dans le premier volume, on nous présente ce personnage comme une ruine extrême, enfin quelqu'un de vraiment pas recommandable. Et tout d'un coup, dans un autre volume, on va changer de point de vue, et là, il est vu à travers les yeux d'un autre personnage qui va dire « Mais ce gars est génial, il se trompe jamais, il est vraiment brillant. » Et en fait, non, le lecteur sait d'emblée que ce personnage est horrible, en fait, et il peut se dire, d'ailleurs, tiens, mais ça, en fait, non, je sais que c'est n'importe quoi, j'ai lu le premier volume. Et quand j'ai écrit, du coup, le roi d'Atolia, j'ai voulu faire exactement la même chose, et je voulais que le lecteur sache que le point de vue du personnage principal n'est pas forcément le seul et l'unique possible. Okay, I have to know, how do you translate a hot mess? Et c'est assez étonnant de commencer quand même une série avec un personnage de voleur. Comment il est né, Gênes? De quelle idée? Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelqu'un, d'une idéologie ou d'une valeur en particulier? Yeah, I don't know. I think I've always liked thieves. I think a lot of my favorite books had the kind of character who was getting into trouble and maybe stealing things and causing chaos. I like that chaotic trickster feeling in the books I read, and so I wanted my character to be that kind of chaotic trickster. Déjà, j'adore le personnage du voleur en tant qu'archétype. Mes livres préférés, dans tous mes livres préférés, il y a un personnage qui cause des troubles, qui vole, qui cause même le chaos le plus total. C'est l'espèce de bouffon chaotique, on pourrait dire. Et donc, je voulais vraiment que mon protagoniste incarne ce type de personnage. Et du coup, c'était une réponse assez brève que j'ai donnée là. La question qui fâche, mais est-ce que vous avez un personnage préféré? So, someone asked me once if any of the characters were like me, and I said no, but they were aspirational. For me, I would like to have the confidence of Jen. I would like to have the equanimity of Edis, who is so patient and perfect. And I would like to be able to scare the heck out of people like the Queen of Atolia. So no, I don't think I have any
any one favorite, but I have there in each of them there is something specific that I love. Une fois, on m'a demandé si mes personnages me ressemblaient et j'ai répondu non. Non. Mais ils m'inspirent en tout cas, et ils m'aspirent aussi. J'adore la confiance en soi qu'a Jen, le flegme d'Eddie qui est à la fois patient, il est parfait. J'aimerais aussi foutre les chocottes aux gens comme peut le faire la reine d'Atoli. Donc je dirais que j'ai pas un personnage préféré, je dirais que en chacun d'eux il y a quelque chose de spécifique que j'adore. Et on va s'éloigner un petit peu des personnages pour rester sur le lore plus global, mais pour l'instant 6 tomes ont été publiés en anglais. Les 6 sont prévus en traduction du coup en français. Est-ce que pour vous c'est la fin définitive de cet univers? Ou est-ce que vous pensez déjà à une suite? So, I had one narrative arc in mind, and I have wrapped up that story. Each of the books stands on its own. Each book has a beginning and a middle and an end. It's possible to start reading them in a number of different places and have a slightly different, but I hope just as good experience. Each one of them was harder to write than the one before. So I do not have any plans to write more books about these characters. Once you reach the end of book 6, I think you might see an indication that I could if I wanted to, but I don't want to. Someday maybe I will wake up and I will say, okay, I opened the door for another story in the end of book 6, and now I want to write it. I just don't see that happening anytime in the near future. J'avais une histoire assez spécifique en tête en écrivant cette saga, et je pense que cette histoire, ça y est, elle est bouclée. Mais sachez tout de même que chaque livre est un peu indépendant. Ils sont tous indépendants les uns des autres. On peut les lire dans l'ordre qu'on veut. Il y a toujours un début, un milieu, une fin. Et donc, qu'importe l'ordre, ce qui changera peut-être, c'est l'expérience de lecture. Mais j'espère pour moi, j'espère qu'elle est tout aussi bonne que si on lit les livres dans l'ordre chronologique. Donc, je n'ai pas vraiment de projet de ressortir ces personnages. Vous verrez quand vous aurez atteint la fin du 6e volume, il y a quand même un petit indice sur le fait que si je voulais, peut-être que je pourrais avoir une porte ouverte pour une suite. Mais franchement, je pense pas. Peut-être qu'un jour, je me lèverai en disant, tiens, puisque j'ai laissé cette porte ouverte, allez, je vais écrire le 6e volume. Mais franchement, je pense pas que ça arrivera dans un futur proche. Et quand vous l'avez écrit, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les prix que le Voleur a reçus sont majoritairement des prix pour la littérature de l'imaginaire plutôt ado, jeune adulte. On parlait du LA Book for Young Adult, I think. Est-ce que quand vous écriviez le Voleur, vous visiez un public en particulier, donc ado, jeune adulte, ou est-ce que c'était beaucoup plus large que ça et que c'est juste une catégorisation qu'a apposé le monde de l'édition sur votre œuvre? No, this was my decision, and the audience that I had in mind was very specific. When I was growing up in school, we were tested every year to see what our reading comprehension was. I assume something similar happens all over the world. And people who really liked to read and enjoyed reading
their reading comprehension was always above their age range. And so by the time they were 10, 11, or 12, they were reading at what was considered a college level, which meant they had the reading comprehension of adults, just not the experience. And when I was growing up, many of the books that I was reading and enjoying were written 100 years earlier. They were, the E. Nesbit books, and they were books from the 1950s that were written for children that would never be presented as children's books today. But I knew that I was the kind of reader who enjoyed those books, and I wanted to write that kind of book for my readers. So I wrote those books as if I was writing for readers with adult comprehension. And as a result, many of my readers are adults, because there isn't anything in my books that is diminished by being written for children. I write for children as if they are adults, and they have responded as if they are adults, and they like being treated like adults. Okay. You go and then I'll add something. Sure. Alors oui, j'avais un public spécifique en tête. Faut savoir que moi, quand j'ai grandi à l'école, on nous faisait passer des tests de compréhension de lecture tous les ans, mais bon, je pense que c'est le cas un peu partout dans le monde. Et on se rendait vite compte que les élèves qui adoraient lire avaient une compréhension en lecture qui était bien au-delà de celle de leur tranche d'âge. Et donc, des jeunes de 10, 11 ou 12 ans pouvaient avoir une compréhension, disons, niveau universitaire presque. Donc, ce sont des lecteurs qui ont cette compréhension de la lecture qu'ont les adultes, mais qui n'ont pas l'expérience qu'ont pu acquérir les adultes. Et moi, ce que j'aimais lire à cette époque-là, c'était des livres qui avaient été écrits un siècle avant. Des gens comme E. Nesbit ou de la littérature des années 50 dont on disait qu'elle était pour enfants, mais qui ne serait pas présentée aujourd'hui comme de la littérature pour enfants. Et donc je savais que je voulais écrire pour un lectorat qui ait cette capacité-là. Comme s'ils avaient une compréhension d'adulte, et donc c'est pour ça, je pense que une grande partie il y a beaucoup d'adultes en fait dans mon lectorat, parce que rien dans mes livres n'est diminué à quelque niveau que ce soit du fait que ce soit écrit pour être accessible pour des enfants. Je les considère comme des adultes, et eux en retour ils aiment aussi être considérés comme des gens parfaitement capables de comprendre ce qu'ils sont en train de lire. I will qualify that by saying that there's a difference between intellectual maturity and emotional maturity. And there does come an age in the life of adolescents where they become fixated on certain topics that they weren't all that interested in only a few years earlier. And I do keep in mind that not all readers are interested in those topics, and that I can actually discuss those topics without details that they find uncomfortable. So there's a great deal of violence in my books, but I handle it differently than I might if I were writing for older teenagers, because they're really into the violence often in their books. And there's a lot of feelings that older teenagers are experiencing in their lives that is fascinating to them for a period, but then
they tend to grow out of their fascination with that. Or my readers are younger and they have not grown into that fascination yet. And I think that's also why my book appeals to adult readers. It's not all about the angst and emotional volatility of being a teenager. Et j'ajouterais qu'il y a une différence entre la maturité intellectuelle et la maturité émotionnelle. Et les ados ont tendance souvent à passer d'un sujet à l'autre. Ils se mettent à se passionner pour quelque chose qui ne les intéressait absolument pas du tout quelques années auparavant. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Et j'ai donc conscience aussi que certains des sujets que j'aborde dans le livre n'intéresseront peut-être pas un large public. Mais il n'empêche qu'on peut tout à fait discuter de choses très, très, très denses, très lourdes et profondes à tout âge sans avoir à oblitérer quoi que ce soit dans son discours. Par exemple, il y a quand même beaucoup de violence dans mes livres, mais que je cadre toujours parce que je sais le genre de choses qui peut attirer les adolescents les plus âgés. Ça génère énormément de sentiments pour eux et bien souvent aussi ils se fascinent pour les expériences qu'ils vivent eux-mêmes durant cette période. Donc ça les fascine pendant un temps et puis ils grandissent et ils s'en désintéressent. Et j'ai conscience aussi que ceux qui me lisent, qui sont encore plus jeunes, n'ont peut-être pas encore atteint cet âge pour avoir ce genre de fascination. Et je pense que ça explique en partie aussi pourquoi mes livres parlent autant aussi aux adultes, parce que je ne me cantonne pas uniquement à décrire ce qu'est l'angoisse adolescente et leur fixette qui change sans arrêt. Je vais poser une dernière question avant de laisser le public si vous avez des questions. Quelles autrices ou quelles œuvres vous ont inspiré, que ce soit pour cette saga, pour les autres choses que vous avez écrites aussi, qui ne sont pas publiées en français encore. Globalement, qu'est-ce qui vous a inspiré, quelles œuvres ? So some of the greatest influences are Diana Wynne Jones, a British writer, Jonah Aiken, and probably more than any other single writer, Rosemary Sutcliffe, who was an author in Great Britain who wrote historical fiction about Roman Britain, which I loved and I still love. She was a person who suffered from juvenile rheumatoid arthritis and spent a large part of her life in a wheelchair. And I read her book, The Eagle of the Ninth, when I was probably just entering high school. And in that story, a young man who is a Roman centurion and has his whole life planned out and is going to do 20 years service and get the money to buy back the family farm, is so badly injured in his very first battle that he will never be a soldier again. And in order to create a life for himself, he takes on the task of traveling from the south of England, and this would have been Roman Britain, 400 AD, north of Hadrian's Wall, to steal back, that's like I like thieves, to steal back the lost Roman eagle from the lost Roman legion. And he's accompanied on this task by a slave. And of course, by the time they've made this journey and come back, they're very different people, and the slave is now free. So
that was the first time I saw somebody who was disabled represented at the center of a heroic journey. And that made a huge impact on me, and it made me question exactly who gets to be at the center of adventure stories. And years and years and years later, when I was writing Thick as Thieves, it was in conversation with that specific book. Sorry, that was a whole lot. Alors, une de mes très grandes influences, c'est Diane Wynne-Jones. Il y a aussi John Aiken. Mais alors surtout, par-dessus tout, je dirais que c'est Rosemary Sutcliffe, qui est une autrice britannique qui écrivait de la fiction historique qui se passait pendant la période romaine en Grande-Bretagne. Et vraiment, j'adore cette autrice. Il faut savoir qu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde juvénile. Et donc, elle était en fauteuil roulant. Et moi, j'ai lu un de ses livres. Le roman s'appelle The Eagle of the Ninth, l'aigle du 9e. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'enrôle dans l'armée. En fait, sa vie est déjà planifiée à l'avance. Il doit passer 20 ans dans l'armée pour espérer ramener un tribut à sa famille pour pouvoir les nourrir. Et puis, en fait, dès le premier combat, il est vraiment très, très grièvement blessé et il ne pourra plus jamais être soldat. Et donc, il se donne comme mission de vie de traverser tout le sud de l'Angleterre. Donc, on est en 400 avant Jésus-Christ à peu près. Et il veut voler le dernier aigle de la dernière légion romaine qui était restée en Angleterre. Et il voyage avec un esclave. Et puis, alors que l'histoire se déroule, bien sûr, quand ils reviennent de leur épopée, ils ne sont plus les mêmes. Et d'ailleurs, l'esclave est devenu un homme libre. Et c'était la première fois, moi, que je rencontrais dans un livre un personnage qui est en situation de handicap, qui se retrouve au centre d'une épopée héroïque. Et ça a eu un très gros impact sur moi. Et ça m'a fait me poser la question mais finalement, qui se retrouve au centre des histoires d'aventure ? Et des années plus tard, alors que j'écrivais Thick as Thieves, qui sera le dernier volume, j'ai voulu entrer en conversation avec ce livre, vraiment. Il va quand même bientôt être l'heure, donc je vais essayer de ne pas poser une question qui entraînera une trop longue réponse. Globalement, est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil d'un lectorat, du coup, qui n'est pas votre lectorat d'origine? Donc là, le lectorat français, mais... So are you referring to the fact that I just got the Grand Prix de l'Imaginaire for foreign novels for young? No, that was a complete surprise. Yes, that I did not know that was a possibility, and it was certainly lovely. And there was a lovely ceremony down in Montpellier, and I'm just so excited about a whole bunch of new people, as I said, coming to the story, and it will be very interesting to me to see how people react to it. There were people who did come to the festival who had already read the books, and it was nice to see they liked it. It's being very brief. Alors peut-être que vous faites référence au fait qu'on m'a tout récemment décerné le Grand Prix de l'Imaginaire.
pour le meilleur roman étranger, et ça a été vraiment une énorme surprise pour moi, une super chouette cérémonie à Montpellier. Et vraiment, moi, je suis pleine d'enthousiasme de me dire qu'il y a tout un tas de gens qui vont se mettre à mes romans sans les connaître du tout. Et je suis vraiment très très intéressée de voir quelle sera leur réaction, tout comme j'ai été aussi ravie de rencontrer au festival des gens qui connaissaient aussi mes romans. Et c'était une réponse assez brève. Petit point avant la question. Pour celles qui ne connaissent pas, le Grand Prix de l'imaginaire, c'est donc un des plus anciens prix dédiés à aux littératures de l'imaginaire, qui est décerné depuis une 50aine d'années à Montpellier, du coup, là où Megan était le week-end dernier. Et je crois qu'on a 2 questions du public. Je vais dire en anglais. Two quick questions. First, how much of yourself did you put into those books? And also, what would be your reaction if somebody came up to you and said they want to adapt those books in a movie form or a series? And how would you like it? Alors, ma question, c'est quelle part de vous-même vous mettez dans vos livres, et quelle serait votre réaction si quelqu'un venait vous voir en vous proposant d'adapter la saga, que ce soit en film, en série ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous diriez? I like to say that those are not me in my books, but that they each have some characteristic that I wish I had. Actually, I'll take that back. The one thing that is similar between me and my main character is that neither one of us can carry a tune. And the second part of your question was about adaptations. So there was an offer from the Walt Disney Company to make my books into movies. And at this stage, I don't think that is moving forward, but the possibility still exists because of the contract. And so that might happen. And what I had to think about when that offer was made was, how much control do I want to exert over that process of adaptation? And in that specific case, the answer was not any. I don't know how to make movies. I wouldn't know. I think it's much better for me to just accept that the books are mine and I have complete control over them, and that the movie created by somebody else was their creation, not mine. That was because I was working with Walt Disney, though. And there are certain expectations we all have for a Walt Disney movie. And if there were somebody else to make an offer, which is also a possibility at this time, I might have more restrictions that I put on the adaptation, but they would be minimal, because I just don't think that it would have a good outcome to try to control something that you don't really fully understand. I'd have to go learn so much more about movies before I had any valuable input in the process. Alors je dirais que il n'y a rien de moi dans mes livres, mais que les personnages ont certaines caractéristiques que je partage, ou en tout cas que j'aimerais avoir. Quoique, en fait, je vais retirer ce que j'ai dit. Il y a une similarité entre moi et mon personnage principal. You can carry a tune. I don't sing. Ah, ok. Yeah. Ok. Donc la caractéristique qu'on partage, lui et moi, c'est qu'on chante faux tous les deux. Et s'agissant de la deuxième partie de votre question, donc pour ce qui est de l'adaptation, Walt Disney m'a fait une offre pour faire un film de cette saga, mais bon, on en est à l'étape où il n'y a pas grand-chose qui avance. Peut-être que ça se fera.
Mais en tout cas, j'ai dû réfléchir à une chose à travers cette offre qu'ils m'ont fait, c'est à quel point je veux contrôler le processus d'adaptation. Et je dirais que dans ce cas-là, je préfère n'avoir aucun contrôle là-dessus parce que j'y connais rien au cinéma. Et je pense qu'il vaut mieux que j'accepte que mes livres, ce sont mes créations à moi et que là, j'ai un contrôle total sur eux. Par contre, le film, l'adaptation filmique sera la création du réalisateur qui le réalisera et absolument pas la mienne. Donc, et puis, il y a aussi que en travaillant avec Disney, on a quand même certaines attentes face à un film Disney qui sait peut-être que quelqu'un d'autre fera une offre aussi. Ça reste une possibilité. Est-ce que je changerai ma volonté de contrôler plus ou moins ? Je dirais que j'exercerai peut-être un peu plus de restrictions, mais elles seraient relativement minimales parce que je trouve que ce serait aller droit dans le mur que de vouloir contrôler quelque chose qu'on ne comprend pas parfaitement. Donc j'aurais vraiment à faire des recherches et à étudier le cinéma en profondeur pour m'impliquer plus dans le processus. Alors, donc, bonjour. Je vais pas me risquer à la faire en anglais, pour des raisons évidentes. Du coup, la difficulté, en fait, la question que je veux poser, c'est que je voudrais pas qu'elle spoil. Donc, je vais la tourner comme ça. J'ai lu simplement les 2 premiers romans qui ont été traduits en français. Et en fait, j'aime particulièrement la relation entre le voleur et la reine. Je vais pas dire quelle est la nature de cette relation, ni comment elle pourrait éventuellement évoluer. Mais du coup, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles questions vous vous êtes posées pour la rendre aussi intéressante et originale. Voilà. It's very hard to avoid spoilers. In fact, over the last 25 years, I have heard very many people say that it's difficult when they tell their friends to read the books, that they can't tell them anything about the book, just you should read it. So when I was first thinking about how this story would go after I wrote The Thief and received the Newbery Honor, I realized I could write 12 books about my main character getting into trouble and getting out of trouble and having an adventure and then being a success, but that the next significant development in the story would be when he was caught, because it is his nature to just keep doing more dangerous things until he will eventually be caught. And then the question is, how does he survive that? Now, spoilers. Because there's one obvious outcome of him getting caught, and that is he ends up dead. And then there's no book. So why wouldn't that obvious outcome be the thing that happened? Answering that question, what happens? Why does that happen instead of something else? And then writing the book from there. And it is a very difficult relationship. And I think that it was important to me
to show people in a difficult relationship, because so many books and stories show perfect relationships. And I think it can, again, I am writing for people who have an adult reading comprehension, but not necessarily adult experiences. And part of what I wanted to show those people is that people are imperfect, and that we can bring out the best in other people, and we can forgive them for things that might seem at first unforgivable. Which feels to me like I'm really dodging the answer to that question, but that's the best I can do. Effectivement, c'est difficile de répondre à votre question sans spoiler. Disons que j'ai passé les 25 dernières années, d'ailleurs, à entendre des gens dire à quel point c'était difficile de conseiller mes livres à leurs amis sans rien pouvoir leur raconter de ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand j'ai commencé à réfléchir à là où j'allais emmener mon histoire après The Thief et après le prix d'honneur Newbery, j'ai réalisé que j'aurais pu continuer à écrire des livres où mon protagoniste, disons, aurait des problèmes et puis s'en sortirait, et puis il y aurait une aventure qui finirait forcément par un succès. J'ai commencé à me dire que le développement intéressant qu'il faudrait amener, c'est et s'il se faisait prendre, parce que forcément, c'est dans sa nature de continuer à faire des choses toujours plus dangereuses. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est de se faire prendre. Et là, on pourrait se demander aussi, mais comment survivre à cela ? Et là, pareil, je veux pas spoiler. Il y a une possibilité, ça serait qu'il se fasse attraper, il meurt. Et là, il n'y a pas de livre. Donc, pourquoi est-ce que cette conséquence évidente va arriver, et se demander pourquoi c'est ça qui arrive et rien d'autre, c'est de ce postulat que je voulais partir. Donc c'est vrai que c'est une relation difficile, mais je pense qu'il était important pour moi de dépeindre des gens dans une relation compliquée, parce qu'il y a tellement de livres et d'histoires qui nous parlent de relations parfaites et idéales. Et puis, comme je disais, moi j'écris pour des gens qui ont des capacités de compréhension d'adultes, mais qui ne sont pas encore des adultes et donc qui n'ont pas l'expérience de vie des adultes. Et donc je voulais leur montrer que oui, les gens sont imparfaits, mais on peut aussi faire ressortir le meilleur dans chacun, et on peut aussi pardonner des choses qui semblaient absolument impardonnables. Et là, j'ai un peu l'impression de botter en touche et de pas vraiment vous répondre, mais j'ai fait de mon mieux. Je vais allègrement vous laisser du coup votre temps avec Megan. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Thank you for having me. This has been wonderful. Vous avez écouté à l'instant Megan Whalen Turner à l'occasion des 20 ans de la publication de Le Roi d'Atoulie aux éditions Monsieur Toussaint Louverture à la librairie Ombre Blanche mardi 26 mai 2026 lors d'une rencontre réalisée et mise en onde par Radio avec Radio Plus et Radio Terre.